Montréal, juin 1994. Une jeune étudiante de 19 ans s'évapore dans la nuit après une soirée banale entre amis. 13 jours d'une attente insoutenable, une ville entière mobilisée et une découverte macabre qui va traumatiser le Québec pour les 30 prochaines années. Mélanie Cabé n'était pas qu'une statistique. Elle est devenue le symbole d'une innocence brisée et d'une justice qui, malgré les décennies, semble être restée dans l'impasse. Comment une telle tragédie a-t-elle pu se produire en plein cœur d'un quartier paisible? Quel est le prix du silence? Et pourquoi cette affaire continue-t-elle de hanter notre mémoire collective? Aujourd'hui, sur Traces perdues, nous décryptons l'énigme Mélanie Cabé. Restez avec nous jusqu'au bout car chaque détail de cette chronologie est une pièce du puzzle. Avant de commencer, abonnez-vous, cliquez sur le pouce bleu et activez la cloche pour soutenir notre travail d'enquête. Pour comprendre l'ampleur du choc provoqué par l'affaire Mélanie Cabé, il faut d'abord s'immerger dans la réalité de Montréal au début des années 90. C'était une époque où la sécurité semblait être un acquis, une forme de richesse invisible que les citoyens consommaient sans y penser. Mélanie, 19 ans, était au cœur de ce que l'on pourrait appeler une économie de promesses. Étudiante brillante, entourée d'amis, elle représentait cet investissement humain que chaque famille fait pour l'avenir. Sa photo de fin d'études, où elle pose avec un bouquet de fleurs, est devenue l'image indélébile de cette affaire. Ce portrait ne montre pas seulement une jeune femme, il capture une valeur, une dignité et un potentiel qui allait être violemment liquidé par un prédateur anonyme. En juin 1994, le climat social est particulier. Alors que les médias internationaux se concentrent sur des tragédies aux coûts humains incalculables, comme le génocide au Rwanda, ou sur la perte d'icônes culturelles comme Kurt Cobain, Montréal vit au rythme de ses propres préoccupations urbaines. Ahuntsic, le quartier où Mélanie passe ses dernières heures de liberté, est un secteur où les familles investissent pour la tranquillité. C'est un quartier résidentiel, stable, où la valeur des propriétés reflète le calme des rues. Le 22 juin, Mélanie profite de la douceur de l'été. Elle socialise, elle rit, elle vit cette insouciance propre à la jeunesse québécoise de l'époque. Rien ne laisse présager que son trajet de retour sera le dernier. La victimologie de Mélanie est ce que les experts décrivent comme un profil à faible risque. Dans le jargon de l'analyse criminelle, cela signifie qu'elle ne menait pas une vie qui l'exposait à une violence prévisible. Elle n'avait pas de dette, ne fréquentait pas les milieux criminels et ne cherchait pas de gains rapides dans des activités marginales. Sa richesse résidait dans ses relations sociales et son parcours académique. Pourtant, c'est précisément cette normalité qui rend son enlèvement si terrifiant. Si cela a pu arriver à Mélanie, dans un quartier comme Ahuntsic, cela pouvait arriver à n'importe qui. Cette prise de conscience a généré une sorte de dévaluation du sentiment de sécurité à travers toute la métropole. Le trajet de retour, entamé aux premières heures du 23 juin, repose sur un choix économique simple, le transport en commun. À Montréal, l'autobus est le moteur de la mobilité urbaine, mais cette nuit-là, le réseau a failli à sa mission de protection. Entre le moment où elle quitte ses amis et celui où elle est censée arriver chez elle, il existe une zone d'ombre, un vide de surveillance. En 1994, nous ne vivions pas dans l'économie de la surveillance actuelle. Il n'y avait pas de caméra à chaque coin de rue, pas de GPS dans les poches pour tracer chaque mouvement, pas de téléphone portable pour envoyer un signal de détresse instantané. Mélanie est entrée dans ce que les enquêteurs appellent le dernier kilomètre, cet espace de transition entre le transport public et la sécurité du domicile qui est devenu son piège. Le matin du 23 juin, le constat est brutal. Mélanie n'est pas rentrée. Pour ses parents, le coût émotionnel de cette absence est immédiat et dévastateur. Ils ne perdent pas de temps. Ils investissent chaque ressource, chaque minute, pour alerter les autorités. Mais en 1994, la police a parfois une approche bureaucratique qui peut s'avérer coûteuse en temps précieux. On examine d'abord la possibilité d'une fugue, une hypothèse qui, dans le cas de Mélanie, ne correspondait à aucune réalité logique ou financière. Pourquoi une jeune femme équilibrée abandonnerait-elle tout ce qu'elle a construit pour disparaître volontairement? Pendant les 13 jours qui suivent, le Québec assiste à une mobilisation sans précédent.
C'est une véritable opération de marketing de la survie. Des milliers d'affiches sont imprimées, représentant un coût financier non négligeable pour la famille, et sont placardées partout, poteaux, vitrines, autobus. La photo de graduation de Mélanie devient une monnaie d'échange contre l'espoir. Les médias, flairant l'intérêt massif du public, font monter les enchères de la couverture médiatique. Chaque bulletin de nouvelles commence par le visage de Mélanie. On assiste à une forme de consommation collective de la tragédie où la population, tout en étant horrifiée, ne peut détacher son regard de cette quête désespérée. L'économie de l'information à cette époque est centralisée. Sans les réseaux sociaux pour fragmenter l'attention, toute la province est focalisée sur un seul objectif, retrouver Mélanie. Mais derrière cette solidarité, la peur s'installe. Les parents limitent les sorties de leurs enfants. Les jeunes femmes changent leurs habitudes de transport. Le coût social du crime commence déjà à se faire sentir, bien avant que le dénouement ne soit connu. On réalise que la sécurité urbaine a un prix, et que ce prix n'avait pas été payé par les infrastructures de l'époque. Le 5 juillet, la nouvelle tombe comme un couperet, mettant fin à l'investissement d'espoir des milliers de Québécois. Un motocycliste, circulant dans un secteur boisé de Mascouche, à environ 25 km de Montréal, découvre un corps. Ce n'est pas une découverte issue d'une enquête technologique coûteuse, mais un pur hasard géographique. Le corps gît près de la montée du Mai, un endroit qui, en 1994, offrait au meurtrier la discrétion nécessaire pour se débarrasser de ce qu'il considérait alors comme un fardeau. L'état du corps, dégradé par la chaleur intense de l'été, raconte une histoire de violence et d'abandon. Mélanie a été traitée sans aucune considération pour la valeur de sa vie. Ce chapitre se termine sur une faillite humaine et institutionnelle majeure. Le père de Mélanie apprend la mort de sa fille par la télévision. Cette fuite d'informations vers les médias, avant même que la famille ne soit notifiée, montre un système qui valorise le scoop avant l'humain. C'est un choc qui va marquer la famille Cabaye à jamais, créant une fracture de confiance avec ceux qui étaient censés protéger et servir. La richesse d'une vie s'est éteinte dans un bois de Mascouche et l'enquête, qui aurait dû être une machine de précision, commence déjà à montrer des signes de fatigue et de confusion. La découverte du corps de Mélanie Cabaye le 5 juillet 1994 a marqué un tournant irréversible, transformant une recherche pleine d'espoir en une enquête pour homicide d'une complexité redoutable. Le lieu de cette découverte, la montée du Mai à Mascouche, n'est pas un simple hasard géographique. Pour un enquêteur, ce site raconte une histoire d'opportunisme et de calcul. En 1994, Mascouche représentait une zone en pleine mutation, un espace où l'urbanisation commençait à grignoter la forêt, offrant ainsi des cachettes idéales pour ceux qui souhaitent dissimuler les preuves d'un crime odieux. Le meurtrier a investi du temps et de l'énergie pour transporter Mélanie à plus de 25 km de son point d'enlèvement. Un choix qui indique soit une connaissance intime de la région, soit un besoin désespéré de mettre de la distance entre lui et le milieu urbain saturé de témoins potentiels. Lorsque les techniciens en identité judiciaire arrivent sur place, ils font face à un défi de taille. L'économie du temps a joué contre eux. 13 jours d'exposition aux éléments, sous un soleil de plomb, ont littéralement dévoré les preuves biologiques qui auraient pu mener à une résolution rapide. La décomposition avancée du corps n'est pas seulement un obstacle technique, c'est le reflet d'une dévalorisation totale de la vie humaine. Mélanie a été retrouvée nue à l'exception de ses chaussettes, une mise en scène qui hurle la motivation sexuelle du prédateur. Dans l'analyse criminologique, cette nudité forcée est une signature de domination, un moyen pour le tueur de dépouiller sa victime de sa dernière once de dignité avant de l'abandonner comme un investissement dont on se débarrasse après en avoir tiré un profit macabre. Un détail en particulier a retenu l'attention des experts. Le corps était partiellement recouvert de bardeaux d'asphalte. Dans le monde de la construction et de la rénovation, ces matériaux ont une valeur marchande précise, mais ici, ils ont servi de linceul improvisé. Ce choix soulève des questions cruciales sur le profil du suspect. Avait-il un accès facile à des chantiers de construction? Travaillait-il dans un domaine lié à la toiture, un secteur qui génère souvent des profits saisonniers importants durant l'été? Ou a-t-il simplement utilisé des débris qu'il a trouvés sur place pour s'assurer que le corps ne soit pas repéré par un passant occasionnel?
Ces bardeaux ne sont pas seulement des débris, ils sont le témoin silencieux d'une logistique criminelle, suggérant que le meurtrier disposait d'un véhicule capable de transporter à la fois une victime et des matériaux de couverture, ce qui réduit considérablement le cercle des suspects potentiels si l'on considère l'économie locale de l'époque. L'autopsie a révélé la violence extrême subie par Mélanie. Les causes du décès sont doubles, strangulation et traumatisme contondant à la tête. La strangulation est l'acte criminel qui demande le plus d'investissement physique personnel. C'est un meurtre de proximité, où le tueur sent la vie s'échapper, une transaction de pouvoir brutale et directe. Les coups à la tête, quant à eux, indiquent une volonté d'incapaciter la victime rapidement, peut-être dès le moment de l'enlèvement dans les rues d'Aunsik, pour éviter toute perte de contrôle sur la situation. Chaque blessure sur le corps de Mélanie est une dépense de violence qui témoigne d'un prédateur déterminé. Quelqu'un qui ne recule devant rien pour obtenir ce qu'il convoite. C'est ici que l'enquête commence à s'enliser dans les sables mouvants de la bureaucratie policière. En 1994, la coordination entre les différents corps de police au Québec n'était pas l'investissement prioritaire qu'elle est devenue aujourd'hui. La disparition a eu lieu sur le territoire de la police de Montréal, mais le corps a été trouvé dans la juridiction de la Sûreté du Québec et de la police de Mascouche. Cette friction juridictionnelle a créé des pertes d'efficacité monumentales. Les informations circulaient tout mal, les bases de données n'étaient pas synchronisées, et chaque unité gérait ses propres ressources de manière isolée. Dans une économie de l'information, où la rapidité est la clé du succès, ce manque de synergie a été une aubaine pour le tueur. Les précieuses premières heures après la découverte, où la mémoire des témoins est encore fraîche et où les pistes sont chaudes, ont été gaspillées en discussions administratives et en transfert de dossiers. Le traumatisme de la famille Cabaye a été exacerbé par une faillite protocolaire qui reste encore aujourd'hui un cas d'école sur ce qu'il ne faut pas faire en gestion de crise. Le père de Mélanie, alors qu'il se trouvait dans un environnement hospitalier, a appris la confirmation de l'identité de sa fille via un bulletin de nouvelles télévisé. Imaginez le coup psychologique d'une telle révélation. Le système, censé protéger et soutenir les victimes, a agi comme une entreprise cherchant le profit médiatique avant la dignité humaine. Cette fuite d'informations vers les médias, avant même la notification officielle à la famille, a créé une dette morale que la police ne pourra jamais rembourser. Elle a instantanément brisé le lien de confiance entre les survivants et les enquêteurs, une perte de capital social qui a entravé la collaboration nécessaire tout au long des années de recherche de la vérité. L'enquête s'est ensuite concentrée sur l'analyse des suspects. Plusieurs théories ont été explorées, chacune demandant des investissements massifs en temps d'enquête. On a évoqué la possibilité d'un tueur en série, certains faisant des liens avec d'autres disparitions de jeunes femmes dans la région, comme celle de Christina, Karine ou Rosiana. Le nom du « tueur au lacet » a circulé, créant une onde de choc dans l'économie de la sécurité au Québec. Les gens ont commencé à investir dans de nouveaux systèmes d'alarme, à éviter de sortir seuls, et la valeur de la tranquillité d'esprit s'est effondrée. Pourtant, malgré ces théories, aucune preuve génétique ou matérielle n'a permis de lier formellement ces crimes à un seul individu. La police a également examiné le profil du prédateur opportuniste, quelqu'un qui aurait pu croiser Mélanie par pur hasard, profitant d'un moment de vulnérabilité économique ou sociale de la part de la victime, une attente prolongée à un arrêt d'autobus, un trajet à pied dans une zone mal éclairée. Mais même cette piste s'est avérée être un cul-de-sac. Le manque de caméras de surveillance, qui sont aujourd'hui des actifs précieux pour toute enquête criminelle, signifiait que le tueur était invisible. En 1994, l'absence de traces numériques, pas de téléphone cellulaire, pas de transactions par carte de crédit traçables en temps réel, pas d'empreinte GPS, rendait la traque d'un étranger presque impossible sans un coup de chance ou un témoignage direct. Le dossier Mélanie Cabaye est ainsi devenu un cold case, une affaire classée qui attend de nouvelles ressources ou une avancée technologique pour être résolue. L'investissement de la Sûreté du Québec dans cette affaire se poursuit, mais à un rythme dicté par les nouvelles pistes qui se font de plus en plus rares. La science médico-légale de l'époque n'était pas assez avancée pour extraire de l'ADN de qualité à partir d'échantillons dégradés. Aujourd'hui,
Avec l'avènement de la généalogie génétique et des tests d'ADN à haute sensibilité, il existe un espoir que les preuves conservées depuis 1994 puissent enfin livrer un nom. Mais cet espoir a un prix, celui de l'attente interminable pour une famille qui a déjà tout perdu. Dans cette partie de l'enquête, nous voyons comment le crime de Mascouche n'est pas seulement un acte isolé de violence, mais le point de départ d'une réflexion plus large sur la manière dont notre société gère ces tragédies. L'affaire Mélanie Cabaye nous force à regarder en face les défaillances de nos systèmes et le coût réel de l'inefficacité institutionnelle. Alors que le chapitre de l'investigation initiale se referme sur un sentiment d'échec, un nouveau chapitre s'ouvre, celui de la mémoire et de la lutte pour que le nom de Mélanie ne soit pas simplement une entrée dans un registre de décès non résolu, mais une richesse collective qui nous pousse à exiger mieux de notre justice. L'enquête sur le meurtre de Mélanie Cabaye s'est rapidement heurtée à une réalité économique et technologique implacable. En 1994, la police gérait une pénurie de moyens qui, aujourd'hui, nous semble impensable. Si l'on compare les ressources de l'époque à l'investissement massif dont bénéficient les enquêtes modernes, on réalise que l'affaire Mélanie a été victime d'une forme de faillite temporelle. À cette époque, le capital technologique de la police était rudimentaire. Il n'existait aucune économie de la surveillance numérique, pas de caméras CCTV à chaque coin de rue pour enregistrer le moment de l'enlèvement, pas de données GPS pour tracer le véhicule du suspect et surtout pas de téléphone cellulaire dont les signaux auraient pu être vendus par les fournisseurs pour trianguler la position de la victime et de son agresseur. Mélanie a disparu dans un angle mort technologique, un vide où le crime ne laissait aucune trace numérique rentable pour les enquêteurs. Le coût de cette absence de technologie est incalculable. Aujourd'hui, une simple montre connectée ou un téléphone intelligent représente une mine d'or d'informations. Un actif précieux qui aurait pu sauver Mélanie ou, du moins, identifier son ravisseur en quelques heures. En 1994, les enquêteurs devaient se contenter de preuves analogiques dont la valeur se dépréciait à chaque minute passée sous la pluie ou le soleil de Mascouche. La gestion des ressources humaines était également complexe. Les policiers devaient faire du porte-à-porte, un investissement en temps colossal pour des résultats souvent maigres. Chaque témoignage recueilli était une pièce de monnaie incertaine dans une économie de la vérité, où les souvenirs s'effacent et les contradictions s'accumulent. La science médico-légale de l'époque, bien qu'en progression, était encore dans une phase d'investissement précoce. Les tests d'ADN, qui sont aujourd'hui le capital le plus solide d'une enquête criminelle, en étaient à leur balbutiement, utilisant des méthodes comme le RFLP ou les débuts du PCR, qui nécessitaient de grandes quantités de matériel biologique de haute qualité. Dans le cas de Mélanie, l'exposition prolongée aux éléments a provoqué une dévaluation irrémédiable des échantillons prélevés sur la scène de crime. La chaleur intense a agi comme une inflation dévastatrice sur les preuves, détruisant le potentiel génétique qui aurait pu pointer vers un suspect précis. C'est là toute la tragédie de l'affaire. Les preuves existaient sans doute, mais l'infrastructure scientifique de 1994 n'avait pas les moyens de les capitaliser. Parallèlement aux difficultés techniques, l'enquête a dû faire face à la prolifération de théories qui ont consommé énormément de ressources publiques. La peur dans une société fonctionne comme une économie souterraine qui génère ses propres rumeurs et ses propres monstres. Le nom du tueur au lacet a commencé à circuler avec une insistance terrifiante. Les enquêteurs ont dû analyser les dossiers d'autres jeunes femmes disparues ou assassinées dans des circonstances similaires, comme Christina, Karine ou Rosiana. L'idée d'un tueur en série opérant au Québec était un investissement narratif puissant pour les médias, mais un cauchemar logistique pour la police. Était-ce le même homme, un prédateur qui maximisait ses gains de terreur en frappant de manière aléatoire? Chaque nouvelle piste demandait des milliers d'heures de vérification, un coût opérationnel massif pour des conclusions qui, malheureusement, restaient souvent spéculatives. L'hypothèse du monstre, ce prédateur opportuniste qui aurait croisé le chemin de Mélanie par le plus pur des hasards, est celle qui a le plus marqué l'imaginaire collectif. C'est une théorie qui suggère une perte totale de contrôle sur la sécurité urbaine. Dans cette perspective,
Mélanie n'était pas visée pour ce qu'elle possédait ou pour qui elle était, mais simplement parce qu'elle représentait une opportunité de marché pour un esprit criminel. Cette vision d'un crime sans lien préalable, sans motif financier ou personnel apparent, est la plus difficile à résoudre pour les forces de l'ordre, car elle ne laisse aucune trace de transaction sociale entre la victime et le bourreau. C'est une économie du crime pur, où le profit du tueur réside uniquement dans l'acte de violence lui-même. Le dossier a également souffert de ce que l'on pourrait appeler une défaillance de marché dans la collaboration entre les services. La Sûreté du Québec et le Service de police de la Ville de Montréal, SPVM, opérèrent parfois comme des entreprises concurrentes plutôt que comme des partenaires. La gestion de l'information était cloisonnée et le transfert du dossier de disparition à homicide a entraîné des délais administratifs coûteux. Dans le monde des affaires, une telle inefficacité mènerait à la faillite. Dans le monde de la justice, elle a mené à l'impunité. Les erreurs commises lors de la notification de la famille, où le père de Mélanie a appris la nouvelle par les médias, n'étaient pas seulement des fautes d'éthique, mais le signe d'un système qui avait perdu de vue sa mission première pour se concentrer sur la gestion d'images de marque et la rapidité médiatique. Au fil des ans, l'affaire Mélanie Cabey est devenue ce que les experts appellent un actif toxique dans les archives de la police, un dossier lourd, douloureux, qui semble résister à toute tentative de résolution. Pourtant, l'investissement de la famille ne s'est jamais démenti. Malgré l'absence de gains concrets sous forme d'arrestation, ils ont continué à maintenir la valeur du souvenir de Mélanie. Ils ont refusé que sa vie soit réduite à un fait divers, à une simple ligne de perte dans le grand livre de la criminalité montréalaise. Ils ont compris que le silence est le meilleur allié du tueur, et que pour obtenir justice, il fallait continuer à injecter de l'attention et de l'émotion dans cette affaire, même des décennies plus tard. Aujourd'hui, l'espoir repose sur une nouvelle forme d'économie criminelle, la généalogie génétique. C'est un domaine où l'on investit dans le passé pour résoudre le présent. Si des traces d'ADN, même minimes, ont été conservées sur les vêtements de Mélanie ou sur les bardeaux d'asphalte trouvés sur place, les technologies actuelles pourraient enfin identifier le profil génétique du tueur. C'est une course contre la montre et contre l'oubli. Chaque année qui passe voit des suspects potentiels disparaître, emportant leurs secrets dans la tombe et privant la société de la résolution qu'elle attend. Le prix de la vérité n'a jamais été aussi élevé, mais pour la mémoire de Mélanie et pour la sécurité de toutes les femmes, c'est un investissement que nous ne pouvons pas nous permettre d'abandonner. 30 ans plus tard, l'affaire Mélanie Cabey n'est plus seulement un dossier poussiéreux dans les archives de la Sûreté du Québec. C'est un capital de douleur qui n'a pas encore trouvé son solde, une dette morale que la société québécoise porte envers une jeune femme dont l'avenir a été brutalement liquidé. Aujourd'hui, l'enquête est officiellement classée parmi les cold cases, ces dossiers froids qui attendent une injection de nouvelles ressources ou une percée technologique pour être enfin résolue. Dans l'économie de la justice, le temps est souvent perçu comme un facteur de dépréciation. Les témoins vieillissent, les souvenirs s'effacent et les suspects peuvent disparaître sans jamais avoir rendu de compte. Pourtant, pour la mémoire de Mélanie, le temps a agi différemment, transformant son histoire en un investissement collectif pour la vérité et la sécurité des femmes. Le plus grand espoir de résolution repose désormais sur ce que l'on pourrait appeler le dividende scientifique. Depuis 1994, la science médico-légale a connu une croissance exponentielle de sa valeur probante. Si les enquêteurs ont réussi à préserver des échantillons biologiques, même dégradés, sur les vêtements de Mélanie ou sur les matériaux de construction trouvés à Mascouche, les technologies actuelles de séquençage génomique et de généalogie génétique pourraient changer la donne. Ce sont des processus coûteux, nécessitant un investissement massif de la part de l'État, mais le rendement social d'une arrestation, même après 3 décennies, est incalculable. Identifier le meurtrier de Mélanie Cabey, ce serait enfin fermer un compte ouvert depuis trop longtemps et offrir à sa famille le seul profit qu'il recherche, la paix de l'esprit. Malgré les années de silence, le dossier n'est pas mort. La Sûreté du Québec continue de recevoir des informations, des miettes de vérité que des citoyens, parfois rongés par le remords ou par une mémoire soudaine, décident de partager. Dans cette économie de l'information, chaque détail compte.
Un voisin qui a vu un véhicule suspect en 1994, un collègue de travail qui a tenu des propos troublants, une transaction de secret qui se fait enfin. La police de Montréal et la SQ gardent leurs lignes ouvertes, car elles savent que l'impunité est un marché fragile qui peut s'effondrer au moindre témoignage crédible. Le monstre de 1994 est peut-être aujourd'hui un vieillard, vivant parmi nous, consommant ses jours en toute tranquillité, ignorant que la richesse de la justice finit toujours par réclamer son dû. Le legs le plus tangible de cette tragédie reste la fondation Mélanie Cabaye. En transformant leur perte en une ressource pour les autres, Mireille Bellisle et ses proches ont créé une forme de capital social inestimable. Ils ont rappelé aux autorités et au public que le coût d'une vie ne s'arrête pas au moment du décès. Les activités de sensibilisation et le soutien aux familles de personnes disparues sont des investissements directs dans la résilience de notre société. Grâce à ce travail, le nom de Mélanie n'est plus associé uniquement à un bois sombre de Mascouche, mais à une lumière de solidarité qui continue d'éclairer le chemin pour ceux qui traversent l'obscurité de l'incertitude. En conclusion, l'histoire de Mélanie Cabaye est un rappel brutal que notre sécurité urbaine est un équilibre précaire qui nécessite une vigilance constante. C'est une invitation à ne jamais dévaluer la vie humaine au profit de la rapidité médiatique ou de la bureaucratie institutionnelle. Mélanie était une étudiante, une amie, une fille aimée, une promesse de richesse humaine que nous avons tous perdue ce soir de juin 1994. Son cas reste une plaie ouverte, un défi lancé à notre système de justice et à notre capacité de nous souvenir. Tant que la vérité ne sera pas établie, nous serons tous un peu plus pauvres de cette justice qui nous échappe. Nous arrivons au terme de cette enquête sur Traces perdues. L'affaire Mélanie Cabaye nous montre que le combat pour la vérité est le plus important des investissements. Si vous avez la moindre information sur ce cas, même un détail qui vous semble insignifiant, n'hésitez pas à contacter Infocrime Montréal au 514 393 133 ou la Sûreté du Québec. Votre silence est le seul gain qui reste aux meurtriers. Merci d'avoir suivi ce documentaire jusqu'au bout. Votre soutien, par vos partages et vos commentaires, aide à maintenir ces histoires vivantes et à mettre la pression nécessaire pour que justice soit faite. Quel est votre avis sur les failles de cette enquête? Pensez-vous que la technologie finira par trahir le tueur? Discutons-en dans les commentaires. À très bientôt pour une nouvelle immersion dans les dossiers qui hantent notre passé.